Donc, on va commencer déjà par... Commençons par le commencement. Vous avez commencé vraiment très 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 jeune. Vous avez commencé à écrire dans les cahiers du cinéma à l'âge de, je crois, 18-19 ans, peut-être même 18 ans. Oui, c'est cela, oui. Mhm. Et- J'avais écrit quelques textes pour les cahiers précédemment, mais qui avaient été refusés. mhm. Mais enfin, le quatrième a été pris. C'était lequel, le quatrième? C'était un article sur The Naked Dawn d'Edgar Ulmer, Mhm. un western mexicain, disons, et avec Arthur Kennedy et Betta St. John. Euh, et, qui est un de ses meilleurs films. Et puis c'était à l'occasion, il est passé dans les cahiers du cinéma parce que j'avais fait une filmographie plus ou moins complète d'Edgar Ulmer, ce qui était très difficile à obtenir. Mais comme j'étais un peu un rat de bibliothèque, bah, j'avais une très bonne documentation. Et puis il y a une petite notule, bon, enfin, qui valait ce qu'elle valait, c'est-à-dire peut-être pas grand-chose, parce que bon, j'avais 18 ans et j'avais vu en tout trois films d'Ulmer, dans tous, je crois, en version française. Enfin bon, c'était un point de départ. Ensuite, je me suis plus informé d'Edgar Ulmer que j'ai rencontré, j'ai fait un entretien avec lui, ainsi que Bertrand Tavernier. Euh, C'était 5 ans après. Mhm. Et ça, c'était le tout premier texte. Mais qu'est-ce qui... devenir critique de cinéma à 18 ans, à cette époque-là, en plus, en particulier, à une époque où les cahiers étaient vraiment extrêmement réputés. Je veux dire, c'est encore une revue réputée, mais à l'époque, c'était vraiment la grande revue dans laquelle tout le monde voulait écrire. Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à devenir critique de film si jeune? Parce que, je veux dire, on est certain à écrire des critiques de films aussi dans la vie, mais parfois on a commencé à 30 ans. Vous, à 18 ans, c'est quand même vraiment très Oui, précoce. enfin, Truffaut, il a fait ses premiers textes dans la Gazette du cinéma. Il devait aussi avoir 18 ans ou un peu moins. Et vous, vous étiez passionné par le cinéma dès le plus jeune âge ou c'est vraiment... À partir, non pas dès le plus jeune âge, mais disons à partir de 8 9 ans. bon, ce qui est quand même relativement jeune. Est-ce que c'est la volonté d'écrire dans les cahiers, c'était relié aussi à l'admiration que vous portez au texte de ceux qui écrivaient dans les cahiers, notamment Truffaut par exemple? Oui, c'était un peu une sorte de révolution à l'intérieur de la pensée cinématographique, un peu comparable un peu à l'intrusion des surréalistes qui avaient leur division un peu schématique entre mauvais écrivains et grands écrivains. Un côté un peu tonitruant qui se retrouvait effectivement dans les cahiers du cinéma. Après, on a tempéré un peu, on a modifié. Par exemple, Truffaut, au début, détestait Buñuel. Il se moquait de Buñuel parce que euh, on vante ce cinéaste qui s'amuse à montrer quelqu'un qui lance un cul-de-jatte dans une rue en pente. Donc un certain mépris du handicap. Mais petit à petit, il est revenu sur son opinion à propos de Buñuel. Quoique, on s'est disputé un peu parce qu'il avait euh, il était très critique à l'égard de ces films français. Alors, il n'avait peut-être pas tort, mais il est venu petit à petit à Buñuel. Mhm. Est-ce que c'est grâce à vous en partie? Parce que vous avez écrit un texte qui est assez remarquable sur l'ange exterminateur notamment. Oui, oui, ça a été fait après. Mais Buñuel était assez bien considéré par l'ensemble de la critique, traditionnelle ou non, sauf au cahier où il y avait effectivement un certain côté un peu droitier qui refusait
le côté athéiste de Buñuel. En fait, on se méfiait beaucoup des, des critiques gauchistes ou trop anarchistes. Et vous, les premiers textes que vous avez écrits, c'est des textes qui se sont distingués immédiatement. Quand vous les revoyez maintenant, comment vous les considérez, ces textes-là? Parce qu'il y a des textes qui sont très longs. Le texte que vous avez écrit sur À bout de souffle, notamment, est quand même un texte relativement long. Oui, bah j'en avais écrit de long auparavant. Je me souviens plus si ça avait été. J'en ai écrit un sur Buñuel à 19 ans, oui. Euh, où il y avait quelques erreurs, parce qu'on ne connaissait même pas la liste des films de Buñuel à l'époque. J'ai fait des confusions. Bon, bah, je me suis lancé. Au début, j'avais comme les autres un petit côté va-t-en-guerre, mais ne serait-ce que je collaborais à 3 revues ou même plus. Disons que j'ai un peu modulé ma façon de parler des films en étant moins agressif. C'était le principe de beaucoup de critiques, être agressif dans les premières années pour se faire remarquer. Et par exemple, Truffaut était contre John Ford et qu'il admirait par la suite. Il détestait The Quiet Man, l'homme tranquille, et il l'a mis au bout de quelques années dans sa liste des meilleurs films américains, où il n'aimait pas beaucoup La Nuit du Chasseur. Donc il y a eu des revirements comme ça. Il était passé à côté de The Searchers, La prisonnière du désert, et il ne l'a vu que 2 ans après sa sortie, convaincu par le témoignage de Rivette sur le film. Et vous, est-ce qu'il y en a justement des cinéastes que vous avez plus ou moins rejetés ou démolis par posture au début de votre carrière, sur lesquels vous êtes revenu par la suite? Bon, je sais que vous avez déjà dit plusieurs fois que tous les films d'Antonioni en noir et blanc, c'est vraiment pourri, à part, je pense, les dernières minutes de l'Éclipse. Oui, effectivement, mais je persiste un peu dans mon attitude qui était déjà celle de Doucher, mais qui était plus exclusif encore, puisqu'il n'aimait pas non plus ces films en couleur. Je me demande d'ailleurs comment il a fait pour tenir, parce que c'était un réalisateur assez incontournable, il a fait beaucoup de conférences, et comment il a réussi à éviter d'en parler. Est-ce qu'il y en a d'autres, des cinéastes? Vous, c'était quoi vos cinéastes de prédilection, en fait, au début? Ceux par lesquels vous vous êtes fait remarquer un peu dans votre encouragement de leur travail? Ben, il y avait donc Edgar Ulmer, Samuel Fuller, et puis des cinéastes beaucoup plus connus comme Hawks ou Hitchcock ou Lang ou Renoir. Et ça, vous pouviez écrire dessus ou c'était la chasse gardée parce Euh, que Hitchcock, Lang semblait être... à l'époque, il y avait quand même une sorte de mainmise sur oui, ces... oui, oui, c'était effectivement la chasse gardée. Mais euh, j'avais un système, c'est que je voyageais pas mal. Et par exemple, j'ai vu un film de Lang, Moonfleet, en Italie, alors qu'il n'était pas sorti à Paris. Le film était sorti en province parce que le producteur, la Metro-Goldwyn, voyait que ça marchait mal en Amérique et a hésité à le sortir à Paris, où il n'est sorti que 5 ans après être sorti à Limoges, qui est en principe la ville perdue de la France. C'est pas Foix, la ville perdue de la France parce que... Non, mais en général, on parle de limogeage qui a un sens particulier. On n'a pas encore le foisage, mais qui sert aussi pour foie, pour loger les personnages qui doivent ne pas trop se montrer. C'est une forme d'exil des apatrides ou enfin pendant certains temps.
Et dès le départ, en fait, parce que ça devait pas être évident de se distinguer, donc il y avait un élément pour se distinguer pour vous des autres critiques qui étaient au cahier, c'était vous étiez déjà peut-être le plus gros marcheur d'entre tous. Donc vous êtes déplacé, vous avez vu des films avant les autres, mais au niveau de votre approche critique, comment vous la définiriez à vos débuts? Parce qu'il y avait quelque chose d'assez encyclopédique en fait dans l'approche, mais avec toujours des traits d'humour. C'est quelque chose que vous avez toujours eu dès le départ? Oui, des éléments objectifs imparables qui masquaient des éléments subjectifs plus discutables. C'est comme ça que vous allez. Est-ce que ça a évolué avec le temps, cette Oui, bien écriture? sûr, parce que je me suis un peu assagi. Bon, j'avais 18 ans, et puis j'étais amené à écrire peu après dans une revue à gros tirage qui allait s'appeler Télérama, et où j'avais une approche plus nuancée et moins agressive. Et dans la bande des cahiers de l'époque, vous diriez c'est lesquels qui vous ont le plus influencé à part Truffaut, ou même qui vous ont aidé en fait à développer votre écriture entre autres? Oui, Truffaut m'a donné pas mal de conseils pratiques. Par exemple, et mon éducation journalistique, ça a consisté en très peu de choses. Il fallait un texte tapé, ça je savais taper à la machine, et quand il y avait un titre de film, il fallait le souligner, et c'était marqué, et c'était ensuite en italique dans le journal. Il ne fallait pas écrire les articles recto verso, mais sur des pages séparées. J'avais tendance à faire des économies de papier. Et je ne connaissais pas ce principe de l'interdiction du recto verso. Et, et, enfin, des conseils purement techniques. Je n'avais pas fait d'école de journalisme. Et donc il y a Rivette qui était le plus influent. Truffaut était un peu le, le porte-parole de Rivette qui parlait, mais qui parlait à une sorte de cénacle au sein des cahiers. Et Truffaut répondait un peu la bonne parole, enfin en ajoutant beaucoup de lui-même parce qu'il avait toujours des exemples précis pour étayer ses dires. Alors que la critique en général faisait des rapports sur les films assez abstraits, tandis que lui donnait toujours des exemples. Et c'est des conseils qui vous ont donné, parce que pour l'instant, à part le conseil du recto verso, vous aviez des conseils au niveau de même comment structurer un texte. Est-ce que c'était vraiment des discussions qu'il y avait entre vous, par exemple, à ce niveau-là? De dire, peut-être vous devriez avoir des phrases qui sont des phrases accroches, des petites techniques. Peut-être si vous avez des conseils pour les jeunes. Non, non, c'est venu tout seul. Bon, j'avais une éducation scolaire avec des principes sorbonnards, interdiction du jeu. Il y avait toujours les formules l'auteur de ces lignes ou votre serviteur, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les thèses, ou le je remplacé par le on. Donc moi j'ai eu tendance à dire toujours je par réaction. Il y avait aussi, j'avais la tendance des fois à faire des phrases longues, et c'est Godard qui m'a enseigné que j'étais assez fort sur les formules ou les résumés assez courts. Un mot pour définir un auteur ou un film. Et souvent d'ailleurs au cahier, quand ils avaient besoin d'un titre pour un article qui n'était pas de moi, ils me demandaient et je trouvais la formule adéquate. C'est vrai que vous êtes très très fort pour les titres, parce que vous avez aussi un vrai plaisir à utiliser des jeux de mots dans vos titres. En fait, on en parlait un petit peu précédemment cet après-midi quand vous mentionniez
des titres comme les sièges de l'Alcazar, ou c'était lesquels encore que vous aviez mentionné, qui étaient des titres qui sont quasiment impossibles à traduire en fait en anglais. La cabale des ours, les sièges de l'Alcazar, c'est parce que ça se référait à un épisode aujourd'hui un peu oublié. C'était le siège des troupes franquistes terrées à l'intérieur des murs de l'Alcazar de Tolède et qui ont tenu, je ne me sais plus si c'est un mois ou deux, face à l'armée révolutionnaire. Il y a d'ailleurs un film italien qui s'appelait L'Assedio dell'Alcazar, qui a eu un prix à Venise d'ailleurs, qui glorifiait la lutte des franquistes en quelque sorte. Et puis, il se trouve que je fréquentais un petit cinéma de Paris qui était pas connu du tout, où on présentait uniquement des films en 16 mm et souvent des films en couleur qui étaient en noir et blanc parce que les firmes américaines faisaient des économies. Donc j'ai pu voir un grand nombre de films intéressants à l'Alcazar, qui était une salle intéressante euh, sans que le programmateur en ait conscience, parce que ce n'étaient pas des cinéphiles. Souvent, les programmateurs des directeurs de salle n'étaient pas intéressés par le cinéma. C'était surtout une occasion de vendre des cacahuètes ou des esquimaux. Et par exemple, il y avait des présentations dites corporatives qui étaient destinées aux directeurs de salle pour qu'ils choisissent leur programmation. Et ça les embêtait d'aller au cinéma. Et ils déléguaient, ils avaient des places et ils leur donnaient notamment à leur concierge. Donc un truc pour aller au cinéma, c'était d'aller aux présentations corporatives et de faire un gentil sourire au concierge et d'entrer avec elle. C'est comme ça que je pouvais voir les films avant tout le monde, ou presque avant tout le monde. Le film d'Ulmer, je l'avais vu lors d'une de ses présentations corporatives, ou aller à Bruxelles, ou à Londres, ou en Italie. Mais tant qu'à mentionner les sièges de l'Alcazar, qui est un moyen-métrage il a été réalisé, c'était en 87, je crois, quelque chose comme ça, dans les alentours je pense que c'était, ça devait être en 89. Oui. Et donc, les sièges, c'était les sièges sur lesquels on s'assoit, mais il y avait le double sens qui est difficile à convertir dans beaucoup de langues. En tout cas, oui, en anglais, on ne peut pas le convertir. Sièges, oui. Siege. Et c'est également un film qui porte spécifiquement sur la rivalité positive cahier du cinéma aussi, si vous pouvez en parler un peu. Notamment, oui, il y avait donc deux revues opposées. L'une qui était apparemment plus traditionnelle comme les cahiers du cinéma, mais qui était un peu détournée et qui était plus axée sur le cinéma américain et des auteurs souvent plus apolitiques, comme Hawks ou Hitchcock. Et positif qui a eu des orientations successives. D'abord une activité traditionnelle qui se différenciait peu de celle des cahiers du cinéma, mais pour essayer de trouver sa propre ligne, a foncé sur les films considérés comme surréalistes, sous l'impulsion d'un critique qui s'appelait Ado Kirou, ou sur des films situés nettement plus à gauche. Mais pour ceux, je ne sais pas qui dans la salle a vu Les sièges de l'Alcazar ou connaît bien le film, juste pour... Waouh, une personne, 2, 3, 4. Bon, c'est juste pour mettre en contexte, donc le film parle de une sorte de romance impossible entre un jeune critique des cahiers et une critique de positif, oui. Qui sont en désaccord complet par rapport à l'œuvre de... C'est qui est dans le film encore? C'est l'œuvre de... C'est Kota Faavi. Est-ce que c'était...
Est-ce que c'était autobiographique? Non, non, effectivement, il y a eu des rapports un peu aigre-doux avec une critique qui était plus ou moins de positif, Mhm. mais qui m'a fourni des éléments d'inspiration. Mhm. Mais il y avait le côté Montaigu, Capulet, Ouais. comme dans Roméo et Juliette, et les amours impossibles entre des gens qui appartenaient pas du tout euh, euh, à la même famille. Mhm. Et quand vous regardez maintenant, il y a deux éléments en fait. C'est par rapport à beaucoup de cinéastes dits de la nouvelle vague ou ayant été de l'époque de la nouvelle vague, vous êtes probablement celui qui a continué le plus la pratique de critique, puisque vous continuez à écrire encore de nos jours. Et assez régulièrement en fait. Mais si je me trompe pas, il y a à un moment donné quand les cahiers sont devenus beaucoup plus dans les années 70, vous avez cessé quand même un peu d'écrire Bah pour les oui, cahiers spécifiquement. donc j'ai commencé par écrire avant d'être réalisateur, et Mhm. puis un peu moins quand je suis devenu Ouais. réalisateur, et puis plus du tout après, lorsque les cahiers ont quand même, carrément viré de bord. Ils ont pris en gros la place de positif en se situant à l'extrême gauche, en les débordant, Mhm. tandis que positif est devenu plus traditionnaliste. Mhm. Et donc, pendant 10 ans, j'ai pas écrit. Mhm. Là, on parle de la période Jean-Louis Comolli, etc. Oui, Mhm. enfin, si, Entre autres. comme Lee au début, d'ailleurs, il était assez adroit comme rédacteur en chef, et on s'entendait assez bien. Mais il y a eu ce virage extrémiste, et Mhm. lorsque ils se sont mis à continuer à publier les cahiers, bon, ça marchait plus du tout parce que euh, d'abord, il n'y avait plus de photos de films, et souvent dans un numéro, on citait pratiquement aucun titre de film, Mhm. ce qui était plus ou moins paradoxal. Et des films intéressants étaient totalement oubliés. Notamment, on n'a jamais parlé des films de Piala, Mhm. au moment où ça aurait été vraiment le, le bienvenu de leur part d'assister sur l'importance de Piala. Mhm. Et il y avait aussi cette idée que, à cette époque, les cahiers étaient aussi très influencés par les pensées notamment reliées à la sémiologie et tout ça. Oui, Et oui. je pense que c'est quelque chose avec lesquels vous étiez pas mal en désaccord aussi. Je veux dire, vous aviez eu un désaccord avec Christian Mess, autour de cette idée qu'il y aurait un langage du cinéma qu'on serait capable de décoder. Oui, je me méfie beaucoup des théoriciens qui essaient de trouver une théorie dans laquelle ils peuvent mettre tout le cinéma. Que je, aussi pour ça, j'ai beaucoup de réserves à l'égard d'un écrivain comme Gilles Deleuze, qui essayait de fourrer tous les cinéastes soit dans l'image-temps, soit dans... Qu'est-ce que c'est? C'est l'image-mouvement, oui. Donc, il y avait une sorte de schématisme universitaire qui, qui, oui, qui peut servir, mais euh, la classification euh, diminuait la particularité des cinéastes. Mhm. Mais On mettait une étiquette sur chaque ouais. réalisateur et on n'en sortait pas. Mhm. Des cinéastes étaient classés de gauche, des cinéastes étaient classés de droite. Mm, Certains étaient catalogués comme bourgeois ou nombrilistes, d'autres comme progressistes, Mhm. alors que c'était beaucoup plus divers. Il y avait l'exemple, par exemple, de King Vidor, qui avait travaillé avec une scénariste qui faisait partie qui était plutôt McCarthyiste, et Ayn Rand pour The Fountainhead, le rebelle,
Et 4 ans après, il a travaillé avec Sylvia Richards, qui était très engagée à gauche. Donc, on pouvait, pour les réalisateurs, on pouvait changer totalement de bord. C'est-à-dire, le, l'idéal pour un réalisateur, c'est de pouvoir faire à la fois le sel de la terre, et puis de faire, je ne sais pas, Ornette. On trouve ça aussi chez John Ford, qui a fait des films sociaux comme Grapes of Wrath, Les raisins de la colère, et puis des films militaristes comme Sissi-Scoria ou un film We Willing Winky, qui est un film plutôt colonialiste. Il y a aussi il y a d'autres films militaristes chez Ford. Je ne me souviens plus le titre. Black Watch, je pense, en 1929, ou The Long Grey Line, Ce n'est qu'un au revoir, qui vantait le travail des soldats et de West Point. Donc pouvoir jouer sur tous les râteliers. Chez William Wellman aussi, qui a fait des films euh, à l'époque du New Deal comme Beggars of Life, Les mendiants de la vie, ou Wild Boys of the Road, je ne sais plus le titre français, ou Oxbow, qui est une histoire de lynchage, qui était carrément située dans une certaine optique de gauche, dans la ligne rooseveltienne ou plus encore, et qui par la suite a réalisé des films anti-rouges, comme Le Rideau de Fer ou Blood Alley ou d'autres encore. Donc peu apporter le sujet, les réalisateurs s'amusaient à répondre euh, aux diverses demandes et et c'était pour eux une sorte de défi. Vous êtes passionné par l'économie du cinéma, entre autres. Vous avez écrit dessus le budget des films, comment on finance des films, qui est payé, etc. etc. Première question par rapport à ça, comment on se fait financer pour faire un film épique sur l'ouverture de bouteilles de coca? Moi, ça a été assez facile parce que ça n'avait pas coûté très cher. Et le producteur qui était l'opérateur de mes précédents films avait accepté de tourner ça pour presque rien dans son living room. Et puis quelques plans tournés à l'extérieur. Donc, comme un film comme Jeunesse d'un repas avait bien marché, et Ma première brasse avait eu un certain succès. Ici, il s'est dit, bon, prenons le risque. Il y a, l'enjeu est pas terrible. Et finalement, d'ailleurs, je crois qu'il a rapporté au moins 4 ou 5 fois ce qu'il a coûté. Et vous l'avez tourné sur combien de temps, ce film? Sur 4 jours. Sur 4 jours? Oui, oui. Parce que la première personne qu'on voit, c'est vous ou c'est pas vous? C'est pas... Non, non, c'est, bah on voit un enfant de 10 ans. Oui, non, pas lui. Juste après. Ah, c'est le travail d'un maquilleur, de la maquilleuse. Bah, j'avais à l'époque 51 ans, donc il a fallu, pour me vieillir comme ça, changer la teinte de mes cheveux et puis me rajeunir en changeant exactement la teinte de ma barbe. Donc je pouvais aller de 30 à 70 ans, plus
plus l'enfant du début. Bon, enfin, ça, c'est un peu enfantin. Il y a eu souvent dans le cinéma des gens qui ont incarné quelqu'un depuis 20 ans jusqu'à 80 ans grâce au maquillage. Et il y a aussi cette idée dans le film de prendre, encore une fois, quelque chose qui semble relativement anodin comme une bouteille de coca, et d'épuiser en fait tout le potentiel de ce sujet, à la fois son potentiel comique, mais aussi son potentiel sociologique. Il y a vraiment quelque chose de quasiment d'encyclopédie de l'humour, mais aussi d'encyclopédique de façon générale en fait dans votre approche, qu'elle soit aussi vous mentionniez un peu à chaque fois que vous parlez de films, souvent il y a quand même cette idée de connaître l'œuvre, de découvrir tout le temps des nouveaux films, de connaître vraiment de façon encyclopédique l'œuvre de certains réalisateurs. Et c'est comme ça que vous procédez aussi pour vos films. Vous prenez quelque chose et puis après vous faites énormément de Oui, recherches. en fait, ça a été inspiré par un texte de 1674 de Nicolas Boileau qui s'appelait le lutrin et qui était donc fait sur un lutrin, c'est-à-dire un, un objet assez banal d'église, et et d'en faire une montagne. Donc, ça m'a servi aussi pour d'autres films, également partir de quelque chose de très petit et d'en faire quelque chose d'immense. Des Terry, par exemple, euh, ça apparaît comme quelque chose de vulgaire, et puis j'en fais, j'en fais aussi une sorte de montagne. Donc ça coûte pas cher et en même temps ça permet de développer. Il y a aussi d'autres influences. Euh, L'influence de Karl Valentin, qui est un des grands cinéastes et dramaturges, enfin comédien allemand, qui a fait un film assez ressemblant qui s'appelle le Bureau 9 en 1914, où il part de la livraison d'un bureau qui ne correspond pas tout à fait à sa taille. Et c'est très drôle. Et pendant 8 minutes, on voit les réajustements du bureau et finalement, il finit par atterrir à l'étage en dessous dans la boutique du coiffeur. Il y a cette volonté aussi, on retrouve des éléments comme ça, à partir du rien, pour arriver à quelque chose d'immense dans le film de Gene Margaritis, L'homme, qui a réalisé en 1946. Margaritis était axé sur le comique, on le voit d'ailleurs dans l'Atalante de Vigo. Bon, voilà quelques éléments de départ. Et est-ce que vous avez, justement, vous faites énormément de recherches? Est-ce qu'il y a des domaines en particulier qui vous intéressent? Je veux dire, il y a vraiment une passion, j'ai l'impression, pour tout ce qui est du rapport économique. Il y a une passion pour l'observation sociologique des choses aussi, l'absurdité du quotidien. Oui, bien sûr, dans la Terre de la folie, effectivement, il y a eu des recherches, enfin, réparties. J'ai pas fait que ça, mais euh, disons étalées sur plus de 50 ans. Oui, quand même. Oui, sur la folie dans les Alpes du Sud. Mhm. Et le point de départ, c'était quoi? Bah, c'était l'analyse de la folie. Alors, il y avait dans cette région, c'est un peu comme il y a des régions en Amérique qui sont particulières sur ce plan, comme la West Virginia ou les Ozarks. Mhm. On en trouve d'autres qui sont reflétés aussi dans la littérature, avec euh, le Lenny de Steinbeck ou le Popeye de Faulkner dans le sud, et qui fournissait un bon point de départ. Mhm. Je vais vous montrer juste d'autres petites choses que j'avais préparées qui étaient deux petites choses. Donc, un, c'était pour. Là, on est allé trop vite. Attendez.
C'était pour montrer un peu, donner un peu de contexte, mais une seconde, je vais le mettre autrement parce que, hop, on a coupé ça. Voilà. Donc juste pour remettre un peu en contexte pour tout le monde. Donc vous avez fait 10 longs métrages, 32 courts et moyens métrages. Oui. Les longs métrages que vous avez fait, je vous les Même montre un peu. ici pour que vous ayez la liste sous les yeux, au moins pour que les gens puissent le voir un petit peu. Donc ça, c'est les longs métrages. On a regardé hier Anatomie d'un rapport, notamment sur lequel on va revenir. On a présenté aussi La Terre de la Folie. Je pense que vous allez présenter Le Prestige de la Mort, Les Naufragés de la D17, il me semble, la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Les naufragés de la D17. Ouais, Oui. Les Naufragés de la D17. Et vraiment beaucoup de courts et moyens métrages. Bon, alors là, c'est écrit un tout petit peu plus petit, là, mais avec certains éléments qu'on peut retrouver. Il y a souvent des lieux qui apparaissent, notamment Infi, capitale de la France, Le Ventre de l'Amérique, c'est des films sur des lieux. Il y a Foi aussi, celui dont on avait parlé un peu tantôt. Mais justement, est-ce que vous pourriez nous parler de Foi un petit peu, que je trouve qui est un film vraiment très très drôle. Oui, foi, bah, un jour, en 1973, j'étais passé avec ma femme à Foix, et puis l'un et l'autre, sans se concerter, on s'est dit, c'est vraiment la ville la plus ringarde de France. Et après, je suis allé vérifier pendant les 20 ans qui suivirent. Bon, j'ai pas fait ça d'ailleurs, mais effectivement, c'était Foix. Il y en a d'autres qui ressemblent un petit peu, mais quand même pas au même degré. Il y avait des villes comme Montrégeau notamment, Libourne. Enfin bon, c'est assez loin d'ici, vous ne connaissez pas. Euh, et c'était un défi de prendre, à une époque où on faisait beaucoup de films publicitaires sur les villes, les lieux, de faire un film contre-publicitaire, Mhm. tout en ayant l'air, tout en ayant l'air de respecter la règle. Mhm. Donc ça commence comme un film publicitaire traditionnel, et puis ça dérape au bout de quelques minutes. Mais c'était vraiment la ville où tout allait de guingois. Il y avait un tas d'absurdités, aucune construction d'ensemble, aucune règle d'urbanisme véritable. Et d'ailleurs, le film sert dans les écoles d'urbanisme pour déterminer le contre-exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est un de ces films aussi où c'est pas vous qui faites la voix volontairement. Ben oui, parce que j'ai une voix qui est très peu traditionnelle. Et comme je voulais donner au début l'apparence d'un film traditionnel, euh, euh, ça aurait été malséant de commencer avec ma voix. Puis ça change un peu. Et quand la ville elle-même a participé au tournage, déjà quand vous faites un film comme ça, est-ce que la ville le voit? Est-ce que la ville est heureuse? Mais Est-ce qu'elle vous réinvite? la ville l'a vu que 9 mois après. Il n'y a eu aucune collaboration de la ville. Sinon, pour faire ressortir ce qui se faisait l'été, les sortes de petits geysers qui sortent du sol et qui arrosent les pieds des passants et les roues des voitures, j'ai demandé à ce qu'on à ce qu'on les fasse réapparaître ce jour-là. Mais c'est à peu près tout. Et vous étiez retourné depuis? Juste Euh, par curiosité. J'y suis retourné, oui, récemment. C'est un petit peu changé. Je ne sais pas si c'est suite au film que j'ai fait ou pas. Mais ça a même développé. Là, je vous parlais non, c'était dans une autre séance. Je parlais de réflexion sur un film. Eh bien, il y avait il y a eu un film qui s'appelle Lettre ouverte à Luc Moulet et qui était en quelque sorte par une jeune habitante de Foix qui me portait la contradiction.
Donc ça m'a amusé comme ça d'aller présenter les deux films à la suite. On va passer maintenant en termes de... Oups, là je reviens là-dessus. Des conseils que vous avez déjà prodigués, sur lesquels je serais curieux d'avoir un peu votre avis. Premier conseil, au niveau de la production, vous avez déjà dit qu'il faudrait être le projet le plus cher du producteur. Oui, et il y a intérêt parce on est mieux traité, on s'intéresse plus à votre film. Mhm. Et mais euh, j'ai pas toujours pu l'appliquer parce que je fais des films pas très chers. Mais, mais, mais c'est une bonne chose. Et vous faites encore ça, gonfler le budget et la durée de tournage? Non, non, j'ai plutôt tendance à... Enfin, c'est une idée que j'ai pas vraiment exploitée, que j'ai eue. Mais j'ai eu plutôt tendance à le baisser. Je me suis dit que pour un film, on m'a proposé 5 semaines de tournage. J'ai dit non, je préfère au lieu de 5 semaines, je préfère 4 semaines. Parce que, bon, bah, c'est un peu long finalement, ça fatigue, ça gonfle le budget. Et j'ai eu plutôt tendance à baisser les budgets qu'à les augmenter. Et vous demandez aussi de récupérer ces films après faillite. Donc ça aussi, vous avez dû Oh, gérer ce genre de choses? oui, 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 ça se fait couramment, parce que les producteurs, souvent, durent moins longtemps que les réalisateurs. Euh, les firmes foirent et j'ai pu en récupérer quelques-uns. Et là, on va passer à... Si on passe à la scénarisation, vous conseillez d'écrire au poids. Vous voulez dire quoi par rapport à ça? Parce que je prépare des petites feuilles de papier, il y a des idées que je mets sur un quart de feuille et lorsque j'en ai suffisamment, je pense que ça peut faire un film. Alors effectivement, je les pèse. Vous les pesez encore? Oui, oui, enfin moins parce que là je tourne plus. Mais j'ai souvent fait ça. Euh, Et vous conseillez aussi... pour Brigitte et Brigitte, je me souviens, j'avais acheté un cahier. J'avais fait des frais d'acheter un cahier et je l'ai rempli totalement. Et le mot fin arrivait à la dernière page. Et vous l'avez vraiment fait exactement comme ça, le mot fin à la dernière page? Oui, oui, il y a pas de mot fin, mais Ouais. effectivement, ça correspondait. Et vous conseillez aussi de répéter 2 fois le nom des personnages? Oh, ça, J'ai c'est pas été quoi? seulement moi, c'est dans les films de fiction. On a intérêt, effectivement, ou bien à ne pas donner de nom au personnage, ou bien à donner un nom et à le répéter, parce que le spectateur peut avoir du mal à le retenir. Alors il faut soit des noms très courts, soit des noms très longs. De préférence, des noms très courts, sinon ça, ça, c'est un peu fatigant. Si on appelait quelqu'un Félix van Warmerdingen, et bah effectivement c'est un peu long. Mais c'est bien parce que si si on recourt à ça une fois, ça fait rire. Et vous parliez aussi d'une sorte de règle de loi des 2/5. C'est quoi cette loi? Non, ça c'est pour les films de long métrage. Mais c'est une loi qui ne s'applique pas partout, mais qui a été fréquente dans l'œuvre d'un cinéaste comme Cecil DeMille, qui faisait repartir le film en fait au 2/5. On était dans un lieu très circonscrit au début, et puis ça redémarre presque à la moitié. On Je vais... passe dans un autre pays, beaucoup plus grand, beaucoup plus lointain. Je vais passer un petit peu plus vite pour que les gens puissent poser les questions. Là, il y avait d'autres conseils pour les aspirants cinéastes ou tous les cinéastes. Donc, ne pas parler aux assistants, opérateurs, son, électro. Changer de table à chaque repas. Il y a vraiment ce côté très, très, très pragmatique. Oui, effectivement, faut pas
établir une hiérarchie, le réalisateur en vedette, et vaut mieux avoir une relation un peu avec tout le monde plutôt que de faire table à part par rapport à l'électricien ou au machiniste. Mais par contre, il ne faut pas parler aux assistants opérateurs et son. Oui, parce qu'ils dépendent de l'opérateur. Si on arrête, si on donne des ordres ou des indications d'assistant opérateur, ça peut gêner l'opérateur. Donc il faut quand même respecter la hiérarchie. Ah, donc, il y en a une, quand même. Après, ça par contre, je vais passer un petit peu plus vite. Mais après le film, vous aviez des conseils aussi, ne pas trop montrer le film, faire venir un rieur et dire du mal au débat de vos propres films. C'est des règles que vous suivez encore? Parfois, oui, parce que quand on se met à dire du mal d'un film, comme les réalisateurs ont plutôt tendance à les défendre mordicus, le spectateur dira oh, bah, pour me consoler, ils diront oh, bah, c'est pas si mal. Ça leur donne pas un complexe d'infériorité. Et vous faites Plutôt venir que le réalisateur qui est très impératif. Il y avait un mec qui était assez insupportable comme ça, c'était Lanzmann, qui disait bon, il n'y a qu'un film, il n'y a que Shoah, et avec moi qui peut parler de la Shoah et du monde. Et c'est assez énervant comme attitude. On n'a pas le droit de le critiquer. Et vous faites vraiment venir des rieurs dans vos séances-tests? J'essaie, mais d'autres emploient aussi le procédé. On a, dans les projections privées, notamment, il y avait des gens qui riaient tout le temps, au bon moment, naturellement, comme mon acteur Jean-Pierre Léaud, ou le critique essayiste Jean de Marquis. Donc, on peut faire ça aussi avec des gens qu'on menait. On faisait ça au théâtre. Et pour lancer les rires. Mais c'est une bonne tactique. Mais parlant de rire, justement, on a vu Essai d'ouverture. Quelque chose qui est très symptomatique de votre cinéma, c'est aussi votre propre présence à l'écran tout le comique qui se dégage à la fois de votre façon de bouger, votre façon de parler, etc. Est-ce que ce personnage-là, est-ce que c'est un personnage que vous avez construit petit à petit? Est-ce que c'est vraiment totalement une variation de votre véritable personnalité? Est-ce que c'est vous qui vous êtes découvert comme comique, ou est-ce que d'autres... Oui, je suis un personnage un peu décalé par rapport à l'être humain moyen, et il suffit d'exagérer un peu mon décalage pour que ça fasse rire. Par exemple, effectivement, j'ai eu des difficultés, comme pas mal de gens, à ouvrir des bouteilles de coca, mais en exagérant, ça fait rire. Et ce personnage-là, il est apparu quand? Le personnage Luc Moulet à l'écran? Petit à petit, j'ai eu des problèmes sur un film que j'ai interprété qui s'appelait Le Cabot, où il y avait un chien qui était tué sur l'ordre du réalisateur, donc il ne relevait pas de l'ordre du comique. Et je savais que si c'est moi qui allais jouer, ça allait tendre vers le comique. Donc j'ai un peu exagéré ce contrepoint. Et on parlait tout à l'heure justement du fait que ce que Godard appréciait entre autres chez vous en tant que critique, c'était le sens de la formule. Donc comment Luc Moulet le critique définirait Luc Moulet le cinéaste? Je cherche pas trop à me définir, parce que dans définir, il y a fini. Donc on n'aime pas trop être un être fini, même si j'en suis pas loin. Il y a plusieurs... dans la presse, j'ai eu plusieurs définitions. Je suis une savonnette indocile, ce qui est assez exact.
Je suis le poil à gratter du cinéma français. Euh, je suis un maverick pince sans rire, ce qui est aussi exact. Oh, il y en a, il y en a quelques On vous a autres. comparé à Tati aussi, entre autres. Je pense qu'il y en a qui faisaient des références. Ouais. Oui, c'est Godard ou peut-être légèrement influencé. Il me situait entre Brecht et Courteline. Brecht et Courteline, oui. Ou, euh, Jean-Marie Straub qui me situait entre, entre Buñuel et Tati. Buñuel, c'est parce que j'avais écrit beaucoup de bien des films de Buñuel. Tati, c'est assez juste, à part que Tati est plus fort que moi parce il n'a pas besoin de paroles qu'on comprend pas. Qu'on comprend, c'est plutôt de paroles qu'on comprend pas chez Tati. Il joue là-dessus. Buñuel, c'est aussi parce que j'étais un peu un porte-étendard au Quai du cinéma, du cinéma de Buñuel, mais auquel j'ai parfois emprunté un peu. Terre Noire, c'est un peu la continuation de Terre sans pain, où dans La Terre de la folie, il y a un plan qui est piqué à elle, c'est l'assassin, mais c'est pas un assassin chez Buñuel, l'assassin qui marche de travers comme le fou de elle. Enfin, on peut en trouver d'autres. J'y pense pas tout de suite. Ah oui, les, les naufragés de la D17, il y a mon opérateur qui m'a dit, mais ça commence exactement comme l'âge d'or, parce que ça a l'air d'être un documentaire et on arrive à quelque chose de totalement irréaliste. Il doit y en avoir d'autres. Justement, là, je pense que c'est ça, ça fait à peu près 1 heure et demie. Je me dis, si, est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans la salle? Parce qu'au départ, on avait prévu 1 heure et demie, mais on peut faire plus long là. Mais donc, si vous avez des questions, levez la main. Et puis, il y a le micro qui est juste là, donc vous pourrez en poser. Personne n'a de questions? Oui? Ouais. Merci. On m'a dit que vous teniez des statistiques assez précises sur les spectateurs qui assistaient aux séances de vos films. Et je me suis demandé pourquoi. Bah, savoir à peu près, par curiosité, combien j'ai de spectateurs. Beaucoup de réalisateurs font comme ça. Bon, les statistiques se situent à un niveau médiocre, mais donc ça sert de référence. On voit ce qui marche le mieux, et puis on peut savoir quelle marge on a. On se dit, si je fais ce plan-là, je vais perdre 20 spectateurs. Ou je vais pas de 50, mais il ne faut pas que j'en perde 200. Est-ce qu'il y a une autre question? Mais il y a encore cette idée derrière ça, de cette passion pour les chiffres, enfin ce côté un peu encyclopédique. Si vous n'aviez pas été cinéaste, vous auriez été quoi? Oui, j'étais conçu pour être géographe et historien. Bon, bah, euh, c'est une qualité mineure, mais ça sert de connaître un peu tout. Même tous les films d'un réalisateur. Et vous continuez à découvrir encore? Parce que vous avez découvert beaucoup de réalisateurs. Vous étiez connu pour être celui qui met de l'avant des réalisateurs un peu plus méconnus, entre autres. C'est quelque chose que vous faites encore? Oui, enfin, moins récemment, mais donc
ou révéler des cinéastes du passé qui sont oubliés, comme Franck Bottegui ou Cécile 2000, qui sont très connus en tant que nom, mais moins par leurs films. On ne sait pas, par exemple, que il y a un ou deux films de Cécile 2000 qui sont des films carrément néo-réalistes. C'est lesquels? Kindling, par exemple. Mhm. En fait, à travers, il y a un côté, l'inspiration qui vient de Dickens, qui se retrouve aussi chez Griffiths. Il y a des films assez dickensiens. Enfin, c'est le néo-réalisme à l'anglaise. Et de nos jours, il y a des cinéastes que vous suivez, des cinéastes contemporains? Oui, il y a, enfin, moins parce que je vais moins au cinéma, mais il y avait par exemple Isabelle Prime, qui est assez connue ici, je pense. Bah, plusieurs de ces films sont passés au FNA, Euh, ont joué au Festival du Nouveau Cinéma. Ouais. oui, dont j'étais le moniteur à un moment, et dont j'aimais beaucoup le premier film, et j'ai pu écrire et puis essayer de la lancer sur des projets. Parmi les jeunes, il y a Michael Hers aussi. Et puis là, je ne l'ai pas aidé tellement, mais il y a euh, quelqu'un comme Hendrix Dussolier, qui est assez connu ici, je pense, puisqu'il y a eu des prix, Oui. qui a fait Obras et que j'aime beaucoup. Et vous avez enseigné alors aussi? Bah oui, comme ça que j'étais acteur euh, pour un film qui se tournait à Saint-Denis. Et automatiquement, on m'a proposé de participer à à la faculté de... C'était Paris 8. Ça m'a amusé parce que j'ai presque un autodidacte et d'avoir une auréole universitaire. Comme ça, pendant 5 ans, j'ai enseigné dans la neige, notamment dans le Trésor d'Arnes de Stiller, Yvan le Terrible d'Eisenstein, ou La Terre des Pharaons de Hawks. Ou des. euh, Comme ça, j'aurais eu un projet, je ne sais pas si je le ferai, un film qui s'appellerait L'Esprit d'escalier, l'Esprit de l'escalier, qui ne concernerait pas l'esprit de l'escalier, mais qui montre l'importance de l'escalier dans le cinéma, commençant par le cuirassé Potiomkin, et puis l'usage érotique de l'escalier dans les films de Catherine Breillat, en montrant aussi l'intérêt de l'escalier dans le cinéma américain, domination pour celui qui est en haut de l'escalier, celui qui est en bas, toute une démarche. L'escalier qu'on porte avec un verre, il y a des spécialistes de l'escalier qui sont William Wyler et Alfred Hitchcock, euh, et qui était intéressant à montrer. Il y a aussi l'escalier cassé, l'escalier qui se casse à mi-chemin, comme dans un film néo-réaliste italien. Enfin, des idées comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je me retourne parce que sinon je vois pas bien. Oui. Bonsoir, Monsieur Moulet. La question s'adresse à vous, mais aussi à votre femme, si jamais elle veut participer. Votre collaboration à tous les deux, je serais curieux de savoir comment vous fonctionnez ensemble. Bah, ça dépend des films. Effectivement, elle était co-réalisatrice sur Anatomie d'un rapport. Euh, sur d'autres, elle n'était pas là. Par exemple, sur Au Champ d'honneur, elle n'était pas là du tout. Et puis, des fois, c'est pour un rôle qui n'est pas forcément le rôle principal, ou c'est une personne qui apporte la contradiction. Oui, je pense que Luc s'inspirait de ce qui se passe à la maison, où on dialogue
en effet. Et souvent, j'apporte un peu la contradiction à ce qu'il dit. Et donc, il y a une dialectique qui s'installe. Et puis, Luc a su, sur plusieurs films, utiliser ce qui déjà se passait à la maison. Ce qui fait que je me retrouve souvent dans ces films, dans ce rôle-là, ce qui est un peu... à un moment, je le trouvais un peu lassant, parce que ça montrait, en tant que comédienne, enfin, c'est toujours dans le même rôle. Voilà, moi je pense que la plupart du temps dans les films, j'apparais avec ça, avec cette parole qui contredit ce qu'il dit lui. Je crois que dans plusieurs films, j'arrive même à te tuer, non? Oui, oui. Ouais, c'est dans 2 ou 3 films, là. Non, Oui, par un hasard, dans La Terre de la Folie, on peut penser qu'elle me tue. Ouais, Mais il y a un coup de, c'est un pour coup une de raison... ouais, mais il y a attends, c'est dans quel autre film? Le prestige de la mort. Ah, c'est Le Prestige de la mort, je te tue. Et il y en a un autre encore où je te tue. Non, je pense pas. Non? À tel point que notre fille, en voyant les films, elle était un peu choquée de voir la mère qui tue le père. Mais voilà. Mais il doit y avoir une volonté de la part de Luc d'être tué par moi. C'est ce qui est... Voilà. La collaboration... ça m'arrivait souvent de lire, parce que Luc m'a proposé de lire ses scénarios. À la première lecture, je reconnais que j'ai toujours eu quelques difficultés à lire ces scénarios. Je les trouve... ils fonctionnent pas mal par la tête. Et donc, c'est une prise de tête assez importante et qui me demande un effort. Mais c'est dans son écriture qui, puis, ne se révèle pas à l'image, mais dans l'écriture du scénario, c'est très dense. Donc, ça demande un effort. Et ça m'arrive d'apporter des critiques, mais Luc, là, à ce niveau-là, supporte très, très mal mes critiques. Donc, il me demande, mais à quel moment il faut que tu me l'écrives. Enfin, je sens que autant il me demande de lire, mais puis les critiques, non, il n'aime pas trop. Il faut dire que ce genre de rapport existait déjà dans l'œuvre de Karl Valentin avec sa femme. Comment s'appelle la femme de Karl Valentin? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Où il y a souvent le même genre de rapport. Ah ouais? Bon, tu vois. Où il y a non, mais on ne doit pas être les seuls. Il y a le rapport sûrement. aussi, dans la mesure où il s'agit d'un couple entre Laurel et Hardy. Ah, tiens, c'est... Je pense que je suis plutôt Laurel. Tu es Laurel, toi? Attends, je suis plutôt Hardy, enfin je sais pas. Moi je suis Laurel, d'accord. J'ai joué le rôle de Laurel dans un court-métrage d'ailleurs. Voilà, et puis bon ça s'est concrétisé au tout début de notre rapport, d'ailleurs, la co-réalisation d'Anatomie d'un rapport. Tu as eu aussi un rôle de Squaw, mais on te voyait très peu dans Billy the Kid. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question?
tout le monde semble satisfait. Je vous remercie vraiment beaucoup. Merci à tous d'être venus. Donc je vous rappelle que le reste de la rétrospective va avoir lieu jusqu'à mercredi prochain. Il y a des films tous les jours. Monsieur Moulet va rester parmi nous à Montréal. Avec Antonietta aussi, vous allez être là pour présenter les films et discuter avec les spectateurs à l'issue de chaque projection. Merci infiniment. Merci à vous.